Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde, bienvenue, nous sommes évidemment sur Radio Lac, comme chaque jeudi entre 14h et 15h en direct, c'est votre rendez-vous. Nous parlons économie, on pourrait presque y mettre un S tellement il y a de choses à dire. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses d'une vente aux enchères? On va s'y intéresser un petit peu plus tard dans cette émission. Nous allons également nous intéresser, encore une fois, mais parce qu'il y a énormément de choses à dire, à cette fameuse intelligence artificielle. Est-ce que l'avenir est aux collègues boostés à l'intelligence artificielle? Quelques éléments de réponse un petit peu plus tard également dans cette émission. Et puis, je vous présenterai notre premier invité dans quelques instants. Nous prendrons le bus et le tram. J'aimerais également dire bonjour au directeur général de la CCIG qui est avec nous. Bonjour à vous, Vincent Subilia. Bonjour Benjamin. Après un week-end d'élection, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très très bien en réalité, au même titre que le printemps nous amène ici un soleil glorieux, c'est tout ce que l'on peut souhaiter pour Genève et son économie, avec aux yeux de la Chambre de commerce, des majorités favorables précisément à l'entrepreneuriat que nous défendons depuis un siècle et demi, donc on en est réjouis. Et on verra la répartition des dicastères et d'autres joyeusetés comme à chaque fois. Bien entendu, je vous ai promis un premier invité, le voici. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Bonjour Denis Berdo. Bonjour. Vous êtes le directeur général des transports publics genevois. On va se poser cette question, est-ce que les TPG sont prêts pour les enjeux de demain? Alors avant de me répondre, oui bien sûr, on va quand même détailler quelques-uns des sujets dont on va parler, notamment de la vitesse commerciale des transports publics. C'est quoi exactement la vitesse commerciale? La vitesse commerciale, c'est la vitesse moyenne de nos véhicules sur le réseau. Quand on dit vitesse moyenne, ça tient compte des périodes où ils roulent à plus ou moins haute vitesse, et puis des moments où ils sont arrêtés, soit parce qu'ils sont aux arrêts et que logiquement ils laissent monter et descendre des passagers, soit parce qu'ils sont par exemple à un feu rouge, à un carrefour. Ou parce qu'il y a beaucoup de voitures sur une ligne de bus, par exemple, comme on voit souvent à Genève. Alors, en quoi est-ce que c'est important cette notion de vitesse commerciale? Est-ce qu'il faut qu'un bus aille automatiquement vite? Il y a deux très bonnes raisons de se battre pour au minimum maintenir, mais plutôt pour augmenter la vitesse commerciale. Le premier aspect, il est commercial justement, il touche à la clientèle. C'est un facteur d'attractivité que le temps mis pour passer du point A au point B. Et donc, si ce temps-là peut être réduit, ça rend encore plus compétitif le transport public. Et donc, ça va encourager un transfert modal entre les véhicules individuels et les bus. Mais vous avez le sentiment, pardon, qu'aujourd'hui, il n'est pas assez encouragé. Il y a des voies de bus, il y a des voies ensuite, les pistes cyclables, on pourra en reparler. Mais on voit bien que les choses, j'ai le sentiment en tout cas, sont faites dans le sens du bus, du train, en tout cas de la multimodalité, non ? Oui, alors des tas d'efforts sont faits. Il y a d'ailleurs un groupe de travail qui se réunit régulièrement, qui regroupe le canton de Genève, la ville de Genève et les TPG, qui mettent en place des mesures. Je vous donnerai volontiers quelques exemples. Donc oui, il y a un vrai effort qui est fait. Le constat, c'est que la vitesse commerciale stagne. Globalement, elle reste au même niveau. Autrement dit, les mesures prises permettent de compenser les éléments négatifs, augmentation du trafic, etc., sans qu'il y ait véritablement d'embellie. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait une vraie embellie ? Alors, il faut effectivement plus de voies de circulation bus, de voies réservées, ce qu'on appelle des sites propres. C'est définitivement un moyen de faire. L'autre grand axe, c'est de jouer sur la régulation des carrefours et de donner une priorité, ce qui est déjà en partie le cas, aux véhicules de transport public. Donc voilà les mesures que l'on peut prendre. Peut-être juste revenir, puisque vous me demandiez en quoi la vitesse commerciale est importante. Je parlais de l'aspect attractivité pour le client, même si le temps passé à bord, je le relève au passage, n'est pas l'unique argument. Je pense qu'il y a le temps qu'on passe en déplacement qui compte et il y a l'utilisation qu'on peut faire de ce temps-là. Et l'avantage dans les transports publics, c'est que vous pouvez travailler, vous pouvez vous reposer, vous pouvez lire, etc. On n'est donc pas obligé de faire du FaceTime sans les écouteurs pour que tout le monde puisse profiter de la situation, alors? Et quelques-uns le pratiquent, je l'ai constaté comme vous. Non, mais je vous remercie de le dire à tout le monde. On peut donc faire autre chose. On peut faire autrement. Et puis, je voulais juste donc ajouter que la deuxième raison de soigner la vitesse commerciale, alors là, c'est une raison purement
financière. C'est-à-dire que si nous voulons assurer une offre avec une fréquence de passage à un arrêt donné, si la vitesse baisse, ça veut dire que pour offrir la même offre à nos clients, nous devons rajouter des véhicules avec des conducteurs et des conductrices à bord. Donc, ça a un surcoût. Donc, il y a à la fois un intérêt économique et un intérêt pour la clientèle. Je suis obligé, Denis Berdaud, de vous poser une question Covid, parce qu'évidemment, pendant le Covid, les TPG, comme les autres moyens de transport public, ont été littéralement désertés. On en est où aujourd'hui ? Alors effectivement, au pire de la crise, il nous restait à peu près 15% de notre clientèle pendant le semi-confinement. Alors les choses se sont bien rétablies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jour de semaine, on transporte 750 000 voyageurs et voyageuses. Donc c'est des volumes importants, vous l'entendez. On est, pour être plus précis, à environ 96% de fréquentation par rapport à 2019, avant la crise. Donc on a pratiquement récupéré. Je pense que la différence, on peut l'attribuer pour une certaine partie à l'utilisation du vélo, qui a augmenté, comme on le sait, et évidemment au télétravail, en particulier dans un canton où les services sont importants, le secteur des services, et qui amène un certain télétravail. On a encore beaucoup de choses à dire et à se dire. Denis Berdaud, on se retrouve dans quelques instants sur Radio Lac et sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Les TPG sont-ils prêts pour les enjeux de demain ? Question que l'on continue de se poser et de poser à Denis Berdaud, le directeur général des TPG. Il y a eu quand même quelques modifications récemment au niveau du trafic pour atteindre ce que l'on appelle cette fameuse vitesse commerciale. Notamment, on a vu des choses bouger dans le fameux quartier de Pont-Rouge, Lancy-Pont-Rouge. Oui, effectivement, c'est un bon exemple. Les modifications de circulation qui ont été mises en place par les autorités tout récemment sur la rampe Quai-d'Or et la rampe du Pont-Rouge ont montré une amélioration significative de notre vitesse commerciale. En gros, on est passé de 12 km/h à 20 km/h pour descendre sur Lancy-Pont-Rouge. Et c'est d'autant plus important ce gain qu'à Lancy-Pont-Rouge, vous avez toutes les correspondances avec le tram et en particulier avec le Léman Express. Et donc de pouvoir garantir ce temps et ces correspondances à nos clients, c'est quelque chose de très important. Donc voilà un exemple de quelque chose qui marche bien. Et vous avez eu l'honnêteté hors antenne de me dire, mais je peux aussi dire quelque chose qui fonctionne moins bien. Oui, malheureusement, la réalité est ainsi. Typiquement sur le plateau de Chêne, qui est un axe très important, avec 2 lignes de tramway qui circulent, on constatait de nombreuses infractions avec des véhicules privés qui coupent la route, et alors en ne laissant pas la priorité au tramway. On a donc mis en place un système de balisettes, c'est comme ça qu'on appelle ça, une signalisation verticale pour attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas franchir la ligne. Les mauvaises habitudes sont assez vite revenues et là, on vient de prendre cette décision totalement illogique, si on peut dire, de réduire de 50 à 40 km/h la vitesse maximum de nos tramways parce que, bien sûr, pour les TPG, la sécurité prime sur toute chose. Mais on ne va pas dans le sens de l'histoire et j'espère qu'on va trouver des mesures pour revenir à la situation précédente. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits où l'on pourrait mettre des choses en place ? Je pense par exemple au Carrefour de Rive, qui est un endroit que tout le monde connaît bien, où on ne sait jamais trop, il faut regarder, puis vous avez une voiture qui passe et vous entendez le tram qui sonne. Enfin, j'ai le sentiment que c'est toujours compliqué cet endroit. Oui, alors c'est un point dur. Bel Air est un autre point compliqué pour lequel des mesures sont prises, plus ou moins respectées. Mais est-ce que vous discutez bien, est-ce que vous entendez bien avec les autorités genevoises ? Parce qu'on pourrait mettre, je ne sais pas moi, un système de barrière qui descend, comme pour un train, des choses comme ça. Alors oui, la collaboration est bonne avec la ville de Genève, avec le canton de Genève. Du point de vue des TPG, on pourrait en faire plus. Par exemple, à Bel Air, un système de feu a été mis en place qui a amené un plus, mais qui n'est évidemment pas respecté comme ce que vous suggérez, une barrière qui, elle, serait difficilement franchissable. Effectivement. Vincent Sevillia, je vous voyais très attentif à ce que nous expliquait Denis Berdaud. Oui, pardon. Bien sûr, parce que la mobilité est naturellement clé. On sait les difficultés que l'on peut rencontrer dans une ville dont la physionomie est celle d'un entonnoir. Et donc, ça rend par essence topographique les choses complexes. Mais saluer ici vraiment les efforts déployés par les TPG et son excellent directeur, parce que dans ce contexte difficile, je trouve
trouve qu'on a des transports en commun de très très grande qualité et la comparaison peut être faite avec beaucoup de villes. Hein. On le voit sous l'angle notamment de la modernité de la flotte et puis un réseau qui se développe beaucoup. Et peut-être là, ça pourrait être un temps intéressant d'entendre Monsieur Berlot parce qu'il y a quelques nouveautés qui vont bientôt, je l'espère, pouvoir être annoncées. Et puis, cette direction très claire qui est prise en matière de durabilité, qui est essentielle, hein, avec l'électrification aussi du réseau. Donc, autant de chantiers réjouissants pour les TPG et donc pour Genève. Alors, bravo Vincent Suillas, que vous avez anticipé tous mes angles, donc voilà. C'est parfait. Mais Pardon. justement, non, mais au contraire, parlons-en justement alors de ces nouveautés, parce qu'on a entendu un jingle qui dit « Bouge pour la planète », l'électrification, les fameux bus TOSA, qui ont eu un démarrage un petit peu compliqué, il faut le dire, mais qui aujourd'hui sont très bien lancés. On en est où ? Alors effectivement, aujourd'hui, les bus TOSA, une douzaine de véhicules qui circulent sur la ligne 23 entre Carouge et l'aéroport, fonctionnent absolument à satisfaction, à tel point que ça nous a amené à décider de généraliser le principe. Donc nous avons, il y a quelques mois, passé une commande pour 120 autobus électriques, qui vont donc venir remplacer, lorsque les autobus à motorisation thermique seront en fin de vie, nos véhicules actuels. Et puis on a fait un choix particulier en termes de technologie, c'est effectivement de poursuivre ce que nous avions fait au moment de TOSA, c'est-à-dire de choisir la technologie de la recharge par opportunité. Voilà comment on appelle ça. En 2 mots, des véhicules qui rechargent de temps en temps à un arrêt, profitant du fait que les clients montent et descendent. Donc, on a fait ce choix plutôt que d'avoir une grande batterie à bord. Peut-être en 2 mots, justifier les avantages de cette solution. Ils sont de différents ordres. D'un point de vue financier, une petite batterie, c'est beaucoup moins cher qu'une grosse batterie. Hein, et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, une batterie pour alimenter un bus qui transporte une centaine de personnes, elle a la même capacité qu'une batterie de Tesla dans la technologie que nous avons choisie. Donc ça, c'est l'avantage financier. Il y a un avantage environnemental, évidemment, puisque tout le monde aujourd'hui s'accorde pour dire qu'un véhicule électrique est plus propre quand on prend tous les critères qu'un véhicule à motorisation thermique, mais la batterie reste un point d'attention. Eh bien, avec une toute petite batterie, avec beaucoup moins de composants, c'est plus favorable. Et puis le dernier point rapidement, c'est en termes opérationnels. Aujourd'hui, aucun fabricant n'est capable de proposer un bus de grande dimension avec une batterie qui lui permette de faire le service toute la journée. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait revenir au dépôt, charger ou même changer de véhicule pour repartir avec un autre. Et ça aussi, ça poserait toutes sortes de problèmes. Et puis, une batterie a le même poids, qu'elle soit pleine ou vide. Donc, j'imagine qu'avec la taille d'un bus, c'est important aussi d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus véloce, je dirais, hein, pour aller dans le sens de ce que vous nous expliquez. Il y a également le déploiement du tram, des réseaux de bus. Je veux dire, le Grand Genève est de plus en plus grand. Le tram bientôt à Saint-Julien-en-Genevois. Et puis d'autres choses, j'imagine, qui vont arriver. Oui, donc nous travaillons avec les autorités au développement de notre réseau. Très concrètement, au mois de décembre, nous inaugurerons la ligne qui ira jusqu'à la zone industrielle de Plan-les-Ouates, la Ziplo, où il y a une très forte concentration d'emplois et qui accueillera le quartier des Cherpines ensuite. Donc voilà, la prochaine étape, c'est vraiment pour dans quelques mois. Et puis, nous sommes en train de travailler sur le projet de prolongation du tramway à partir de la Place des Nations jusqu'au Grand Saconnet et à Ferney-Voltaire. Suivra la prolongation du tramway de la Ziplo dont je viens de parler jusqu'à Saint-Julien-en-Genevois, comme vous le mentionniez. Puis on peut encore ajouter la prolongation du tram 17 jusqu'à Annemasse-Glières. Donc vous voyez des projets importants. Et pour cela, eh bien, nous venons de commander une 40aine de tramways pour pouvoir assurer cette mission. C'est pas trop stressant une fois qu'on gère tout ça? C'est-à-dire que ça ne fait que rajouter des dossiers à vos dossiers? C'est bien beau de dire on étend les lignes, etc. Mais je veux dire, c'est évidemment du travail en plus. Oui, alors il faut une organisation et j'ai la chance de pouvoir compter sur une très belle organisation. Il faut toute une organisation qu'il faut évidemment adapter. Vous mettez le doigt sur un point important. Si on rajoute des lignes de tramway, tout le monde comprend qu'il faut rajouter des conducteurs et des conductrices pour des Wattmen et des Wattwomen, comme on dit dans notre jargon, pour les conduire. Mais inévitablement, l'organisation doit s'adapter aussi. Il faudra ici 2 informaticiens de plus, ici du personnel supplémentaire pour la relation clientèle. Donc oui, tout ça évolue, mais le plan climat cantonal décidé par les autorités est très ambitieux.
Les TPG font partie de la solution, donc nous allons nous adapter pour offrir ce service en forte augmentation, comme vous le releviez. Et j'ai une toute dernière question, un tout petit peu plus personnelle. Il se trouve que j'étais à Milan il n'y a pas très longtemps. J'attends un tram, en l'occurrence. C'est écrit 4 minutes. 3, 2, 1, 0, pas de tram. Il arrive 10 minutes plus tard, ce qui ne dérange personne. J'ai l'impression qu'on est le seul pays au monde, en Suisse, où quand il est écrit qu'il y a 2 minutes de retard, on fait tous « Oh là, mais c'est pas possible, ils sont toujours en retard !» Comment on gère ça? Parce que c'est quand même un endroit unique en Suisse, encore plus à Genève. On a cette fibre-là. Vous avez raison, ce que vous venez de mentionner pour les transports urbains, on le retrouve au niveau du ferroviaire. Les CFF sont une très belle entreprise, on a beaucoup de chance de l'avoir, qui est assez critiquée pour sa ponctualité parce qu'on met la barre très haut. En Suisse, on a l'habitude d'avoir des services de très bonne qualité. Et donc, c'est un défi, c'est un excellent aiguillon pour continuer à rester au meilleur niveau. Quelle belle réponse de directeur, Denis Verdeau, directeur général des transports publics genevois. Je salue également le camarade Ludovic Perazzoli qui présente la vie mobile chaque mois sur Radio Lac. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Avec plaisir. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Bonjour Laura Tokmakov. Bonjour. Vous êtes Managing Director de l'Impact IA Foundation. Beaucoup d'anglicisme pour dire qu'on va se poser cette question. Est-ce que l'avenir est aux collègues boosté à l'intelligence artificielle? Question qui revient très régulièrement. Alors tout d'abord, cette Impact IA Fondation, c'est important. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise la transformation des organisations actuelles vers ce que nous, on aime appeler l'intelligence hybride, c'est-à-dire ce moment où l'intelligence individuelle, collective et artificielle se rencontrent pour dépasser les limites de chacune d'entre elles et puis dans une vision vraiment d'un travail qui se transforme pour le bien commun. Ce n'est donc pas à cause de vous que des gens se font licencier pour être remplacés par ChatGPT, pour dire les choses simplement. Je ne suis pas si sûre, mais j'espère surtout que c'est grâce à nous qu'ils peuvent transiter vers d'autres choses. Voilà, parce que c'est ça qui est important. De toute façon, l'intelligence artificielle, d'une manière ou d'une autre, est là, va de plus en plus faire partie de nos vies et encore plus de nos vies professionnelles. Comment est-ce qu'on peut aborder ça quand on est une entreprise ? Alors, quand on est une entreprise aujourd'hui, je pense que la meilleure façon de l'aborder, c'est de commencer à plonger dans l'intelligence artificielle et commencer à essayer ce qu'il y a sur le marché dans une vision assez exploratoire, assez itérative, pour comprendre déjà qu'est-ce que ça signifie d'embarquer avec soi, avec des collaborateurs de l'intelligence artificielle et quels sont les enjeux majeurs en tant qu'entreprise qu'on a là-dedans. Et ça dépend, c'est d'une entreprise à une autre. Je ne sais pas si je prends un exemple, admettons journaliste, où aujourd'hui une intelligence artificielle peut, on ne va pas juger ici si c'est bien fait ou mal fait, mais écrire un article, alors que, un exemple que j'aime bien prendre, le plombier, l'IA ne va pas aller réparer un robinet demain. Alors, tout ce qui est physiquement complexe va être moins touché par l'intelligence artificielle. Le plombier, il doit se déplacer, choisir un outil en fonction de... Ça va être moins touché. Maintenant, tous les métiers qui sont à mobilisation cognitive, soit complexe, soit moyenne, vont être plus fortement impactés par l'intelligence artificielle, clairement. Je vous ai montré hors antenne le dessin de Chapat dans le journal Le Temps. C'était mardi 2 mai. Vous le trouvez d'ailleurs sur le site internet de Chapat. C'est un robot. Il est écrit dessus IA. Il a un petit casque téléphone et il dit « Département des ressources humaines, j'écoute ». Est-ce qu'on arrive à ça? Un robot qui gère des RH? Alors, ce qu'on va probablement arriver maintenant très très rapidement, ça va être ce qu'on appelle les supports niveau 1, c'est-à-dire toutes ces questions qui arrivent de façon récurrente, qui sont à 80% les mêmes et où il y a peu de valeur ajoutée qu'un humain ou une humaine y répondent. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on va avoir plus vite accès à des réponses de meilleure qualité et on va pouvoir se diriger sur les situations plus complexes et rapidement avoir une humaine de l'autre côté ou un humain de l'autre côté. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a ce que l'on appelle les chatbots, où on dit, voilà, j'ai un problème, et puis le chatbot nous dit quel est votre problème, et on a toujours du mal à expliquer les choses, en tout cas avoir une réponse. Il faut ensuite qu'on passe par un humain. Alors, ça sera plus le cas demain? Alors, non, il y a un énorme saut entre aujourd'hui, il y a 3 mois avec les chatbots, ou bien aujourd'hui avec certains chatbots dans les entreprises, avec ce qui va arriver dans ces prochaines semaines, mois, avec des chatbots de niveau, ChatGPT, Open Assistant, qui tout d'un coup vont pas bugger et commencer à vous faire des réponses qui n'ont pas de sens. Donc, on a vraiment une disruption de la technologie majeure actuellement. L'idée, c'est d'avoir, attention, parce que je sais que c'est un terme qui des fois est employé de manière un peu étrange, mais un humain amélioré grâce à l'intelligence artificielle qui va pouvoir digérer des informations? Alors, moi, je préfère le terme amplifié.
Dans le Ça me sens va. que c'est comment l'humain va pouvoir s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour pouvoir dépasser des limites qu'il aurait ou des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée pour lui et qui sont embêtantes à faire et va pouvoir proposer vraiment une valeur ajoutée dans son travail. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de ne pas savoir comment la mayonnaise de l'intelligence artificielle se fait? C'est-à-dire que si je dis aide-moi à prendre une décision en te donnant tous ces éléments, je ne sais pas ce que fait l'IA, donc je ne sais pas si la décision qu'elle va me proposer est la plus pertinente parce qu'elle n'a pas cette espèce d'empathie, d'émotion humaine. On a C'est- 2 c'est- heures, pas de calculatrice. Ok, ça c'est la question piège. Alors, oui, bien évidemment, le premier problème derrière ces intelligences artificielles, c'est la transparence. C'est qui y a derrière ces intelligences artificielles. Ensuite, on est confronté à tous les biais qui sont du fait que l'intelligence artificielle, elle a appris et elle est en train d'apprendre sur nous. Or, nos apprentissages de société ici sont assez biaisés dans certaines directions. On peut dire, oui, lorsqu'une intelligence artificielle va répondre, ben, il n'y aura pas l'empathie. On oublie souvent que l'humain n'a pas forcément autant d'empathie qu'on aimerait croire qu'il a. Et probablement, vous allez avoir des biais beaucoup plus marqués. Si je vous vois à 2 heures alors que vous n'avez pas pris votre café, je vous demande une prise de décision que si je vous vois le matin à 9 heures, vous êtes en pleine forme. Ce qu'aura pas l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a raison d'appeler ça une intelligence artificielle? Pour reprendre l'exemple le plus connu de ChatGPT, il ne fait que deviner, parce qu'il a appris beaucoup de choses, quel mot vient après un autre. Il n'est pas très intelligent. Vous m'avez dit qu'on n'avait pas 2 heures, on n'en a pas 5 non plus. Le terme intelligence artificielle, finalement, c'est un terme qui permet aux gens de comprendre que ça veut dire que c'est un système qui réagit d'une façon qui nous semble intelligente. Ça suffit. Non, c'est un terme qui fait peur, c'est pour ça, c'est le fond de la question. C'est ça. Mais en fait, peut-être ne pas avoir ne pas prendre le raccourci de s'arrêter, de commencer à philosopher 18 mois sur le terme, plutôt que de voir ce qui est en train de nous arriver, puis de réagir à ça et de pouvoir poser des bonnes actions. Vous voyez la carte mère à moitié pleine, donc. Et on continue de parler de tout cela dans quelques instants sur One TV et sur Radio Lac en direct. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. L'avenir est-il au collègue boosté à l'intelligence artificielle? La managing director de l'Impact IA Foundation, Laura Tokmakov, est toujours en notre compagnie. La limite, quelle est-elle entre l'humain et l'IA? Moi, j'avais demandé à ChatGPT s'il allait me remplacer demain. Il m'a dit, moi, je n'ai pas d'empathie, par exemple. Ça, c'est une limite. Alors, il y a plein de limites, hein. Aujourd'hui, les intelligences artificielles peuvent simuler de l'empathie, peuvent vous faire penser qu'elles comprennent ce que vous dites, peuvent avoir un dialogue où vous avez l'impression d'être entendu, et c'est pas le cas parce qu'elles font, comme vous l'aviez dit, de la prédiction du prochain mot, mais en faisant de la prédiction du prochain mot, elles ont appris un contexte. En apprenant un contexte, elles sont tout d'un coup en train d'entrer dans nos vies de différentes manières. Donc la limite, elle est évidente. Avec les années, elle va peut-être être un peu plus floue, mais là encore, on est plus dans la fiction. Oui, parce que j'allais dire, c'est le début du scénario de Terminator. Ça, J'étais sûre qu'on allait me le oui, sortir. c'est toujours ça. Oui. C'est toujours ça. Non, mais parce qu'il faut aussi, Oui. j'imagine, rassurer les gens, ou pas d'ailleurs, sur ces questions-là. Alors, il y a 2 choses qu'il faut faire. La première, rassurer, puis la deuxième, c'est ne pas rassurer. Mais surtout, derrière ça, c'est faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'il y a derrière cette technologie, comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu qu'il faut faire vraiment massivement attention, comme la diversité, c'est-à-dire une technologie qui apprend sur les humains, qui n'a pas ou peu de diversité ne va refléter qu'une partie d'une population, et ça c'est un des enjeux majeurs. Et de l'autre côté, c'est toutes les opportunités que ça peut amener à l'humain pour transiter vers d'autres modèles de société qui soient beaucoup plus durables. Aujourd'hui, il y a des voitures, par exemple, qui se conduisent toutes seules. Tiens, Denis Berdo, qui est toujours avec nous, le directeur général des TPG, on s'intéresse à ces questions d'intelligence artificielle chez vous? Oui, absolument. Je crois que comme toute entreprise, on doit absolument donner de l'importance à l'innovation. Et donc, on a effectivement actuellement quelques projets d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine des finances, par exemple, et en particulier pour notre projet de véhicule autonome qui est en phase pilote du côté de Bellidey. Et là, c'est clairement une technologie qui fait appel à l'intelligence artificielle. Avec quel délai? Est-ce qu'on le connaît ou c'est encore un peu tôt pour le dire? Alors, les véhicules circulent aujourd'hui. Oui. Mais la fin du test est vraiment le début du lancement de tout ça.
Alors tout ça se fait dans le cadre d'un projet européen avec un horizon à 4 ans pour le projet doit se réaliser entre maintenant et dans 4 ans avec différentes étapes successives. Et donc c'est quand même relativement, enfin c'est demain quoi, hein, c'est déjà demain tout cela. Et ce qui me fait revenir à vous, Laura Tokmakov, parce que ce sont des questions qui évoluent, je vous disais hors antenne tous les mois, vous me disiez non, toutes les semaines, et c'est vrai qu'on a des énormes chamboulements qui arrivent, on entend parler de beaucoup de choses. Comment on fait pour rester à la page de tout ça et d'être la personne qui est la surcouche d'autres entreprises? Alors, on le fait en faisant beaucoup d'expérimentations à l'interne, notamment avec un festival qu'on a créé qui s'appelle le Haya, où on met des artistes en résidence, on met des chercheurs, on met des scientifiques, des penseurs, des penseuses, pour faire les choses et voir qu'est-ce que ça amène à la société comme impact. Donc, il faut être très, très fortement dans des démarches itératives, des démarches d'information. Je reviens juste, ça me fait un petit lien sur les voitures autonomes, parce que ça, c'est un des enjeux aussi de l'intelligence artificielle. Les accidents de la route dans le monde, il y a 1 250 000 morts chaque année dans les accidents de la route, 80% du SMS au volant, alcool, drogue. On sait que si on mettait de l'intelligence artificielle, on descendrait à 250 000 morts par année dans un premier temps. Pourtant, en tant qu'humain, dès qu'il y a un accident avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment monté en vrille. Alors qu'on n'a pas cette même réaction. Donc on attend d'une intelligence artificielle qu'elle soit plus parfaite que l'humain, alors que déjà sur certaines tâches elle l'est, et on ne lui permet pas du tout d'avoir un risque. Mais encore que tout n'est pas fait. Je vous rassure, je ne vais pas vous demander une réponse à cette question, c'est tout simplement pour expliquer. Si demain une voiture autonome a un accident, on ne sait toujours pas si c'est de la faute de la voiture, donc du constructeur, ou de l'humain qui potentiellement ne touchait même pas du tout le volant. Donc on n'a toujours pas des réponses à ça, alors que des voitures autonomes circulent. Est-ce que vous avez le sentiment que la technologie va beaucoup trop vite par rapport à la législation? Alors, la technologie va toujours trop vite par rapport à la législation, et notre façon de penser humaine qui est linéaire ne permet pas d'appréhender tous les enjeux qui sont en train d'arriver. Donc oui, on a aujourd'hui un challenge véritable de pouvoir, en même temps qu'on expérimente, arriver en même temps à voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, parce que ce serait illusoire de dire on va d'abord attendre que les choses soient mises en place au niveau d'une législation et puis après les implémenter. Et ça ferait probablement beaucoup de fractures sur l'innovation si on faisait de cette façon-là. J'ai souri parce que vous avez dit notre manière humaine de penser qui est linéaire. Ça veut dire que ce serait plus simple si on pensait comme une IA ou comme une machine? Non, ça veut dire que notre cerveau on en revient humain... à la carte mère à moitié pleine, dites donc. Notre cerveau humain, en fait, il n'est pas prévu pour gérer les informations exponentielles. On sait très bien projeter de façon linéaire, mais on n'a pas notre mécanique qui nous permet de faire ça, ce qui nous amène à toutes ces situations où, ah ouais, non, mais il n'y a rien qui se passe, ça marche pas, mais puis tout d'un coup, on est là, waouh, c'est arrivé, puis j'ai rien vu venir, en fait. C'est simplement ça. Et justement, je termine toujours, c'est une question évidemment extrêmement simple, mais en disant, et l'avenir, mais on peut même pas le connaître, l'avenir, peut-être que la semaine prochaine, on va annoncer une intelligence artificielle extraordinaire, enfin, on ne sait pas. Mais dans l'économie, est-ce qu'on a, pardon, je reviens au thème de l'émission, est-ce qu'on a la moindre idée de ce qui sera révolutionné demain dans l'économie avec l'IA? Alors, on a des perspectives, on a des hypothèses qui disent le contraire et son contraire encore. Si on se remet maintenant un tout petit peu en arrière à octobre 2022, ce qui est aujourd'hui n'était pas là en octobre 2022. En novembre, ChatGPT est arrivé et ça a totalement, en quelques mois, bouleversé. C'est vraiment le propre de ces technologies disruptives. Elles viennent là où on ne les attend pas forcément. Avec ces deux camps, celles ceux qui disent il faut continuer parce que de toute façon c'est l'avenir, celles ceux qui disent on va en faire le tour, ça va s'arrêter, celles ceux qui disent il faut qu'on arrête de développer tout ça. Donc je ne peux qu'imaginer tout ce que représente Impact IA Foundation, dont vous êtes la managing director, Laura Tokmakov. Bien du courage en tout cas. Merci. Pour la suite, et merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de l'accueil. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Une question va lever le rideau, ou plutôt le marteau. Que se passe-t-il dans les coulisses d'une vente aux enchères? Bonjour Bernard Piguet. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous d'être là. Bonjour Christina Robinson. Bonjour. Vous êtes commissaire-priseur chez Piguet Hôtel des Ventes, qui se trouve évidemment en plein cœur de Genève. Alors je regardais ce qu'on appelle les highlights, quelques éléments d'une prochaine vente aux enchères qui aura lieu en juin 2023. On y trouve de la montre estimée entre 40 et 60 000 francs. On y trouve des tableaux à des dizaines de milliers de francs. Et puis des très jolis flacons à parfum en or à 700 francs par exemple. Donc j'ai l'impression que
entre guillemets, on peut toutes et tous potentiellement s'offrir quelque chose dans une vente aux enchères? Alors absolument, c'est vraiment ultra démocratique. Nous avons des highlights et les lots phares, donc c'est ce que nous mettons en avant, bien sûr, mais aussi énormément d'objets et de biens de toutes sortes, que ce soit tableaux, mobilier ou art décoration, à des tout petits prix, et ça démarre à 100, 200 francs. Donc pour tout un chacun, jusqu'à un marché plus prestigieux. Oui, parce qu'on entend toujours parler évidemment des ventes aux enchères quand il y a des ventes records, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui tourne tout le temps. Ça fonctionne comment concrètement une vente aux enchères? Est-ce que moi je peux arriver avec un tableau et dire j'aimerais savoir s'il vaut quelque chose? Absolument, absolument. Une maison de vente aux enchères, c'est une entreprise qui permet de vendre des biens aux plus offrants. C'est une sorte de canal de vente entre le vendeur, qui est un particulier, comme vous et moi, qui apporte ces objets ou qui nous les soumet, et puis l'acheteur. Donc, un lieu finalement entre deux personnes qui possèdent une œuvre. J'imagine qu'Internet a énormément démultiplié tout ça, parce qu'aujourd'hui, je peux suivre une vente aux enchères à l'autre bout du monde et enchérir. Exactement, ça a été vraiment amplifié par la pandémie qui a permis qui a donné la nécessité à tout le monde de regarder son portable et Internet, et évidemment, ça a impacté énormément notre profession. Donc maintenant, plus de 95% des mises se font via Internet. Mais c'est une entreprise comme une autre, une maison de vente aux enchères. De l'extérieur, on ne dirait pas. C'est une société anonyme, on va dire. Jusque-là, oui. Mais non, pas vraiment comme une autre. C'est-à-dire, en fait, les objets que nous avons appartiennent toujours aux propriétaires. Donc, nous n'achetons rien. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Nous avons une équipe maintenant de 35 personnes, et il y a une quinzaine de spécialistes qui sont professionnels dans leur domaine et qui vont pouvoir expertiser l'objet, l'analyser, le valoriser. Et puis ensuite, c'est une entreprise, comme une autre, complexe, qui va valoriser, c'est-à-dire qui va faire la publicité, mais ça dans le monde entier. Et puis organiser aussi des expositions ou qui sont publiques. Et Christina Robinson, peut-être sur la pertinence d'être à Genève, parce qu'on est une place internationale, on le sait, on est au centre de l'Europe, il y a les ports francs à Genève. Est-ce que ça apporte quelque chose en plus pour une maison comme Piguet Hôtel de Vente? Bien sûr. Aussi, si vous regardez l'histoire de la Suisse et la population qui est ici actuellement, il y a eu une telle arrivée de personnes de partout dans le monde qu'avec ces personnes, avec le déplacement de personnes dans les dernières 100 ans, même encore 150 ans, avec cette population est venue une richesse d'objets qui fait que ici en Suisse, mais surtout à Genève, entre Genève et, si j'ose le dire, à Lausanne aussi, dans ces deux cantons, il y a beaucoup d'objets qui sont extrêmement intéressants et qui ont aussi une certaine prestige et importance au niveau d'objets d'art et d'antiquité de notre monde. Il n'y a qu'à voir sur la prochaine vente aux enchères, on y trouve 2 violons, un violoncelle qui date, alors je ne vais pas faire tout l'historique, mais voilà, c'est des choses du XVIIIe siècle, c'est magnifique. Il y a 4 ventes aux enchères par année, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est exact. À chaque saison, chacune contient environ 3000 lots. Donc la prochaine fois, en effet, il n'y aura pas que 2 violoncelles, c'est toute une vente spécialisée sur les instruments de musique, les instruments du quatuor, par exemple. Et on fait quoi entre 2 ventes aux enchères? On va en vacances. Vous le faites, hein? Non, c'est souvent la question. On nous dit, mais que 4 événements et ça dure une petite semaine. Non, alors toute l'équipe est là pour d'abord recevoir, trier, sélectionner les objets et puis ensuite faire des recherches, parce que Christina Robinson, qui est à côté de moi, est aussi spécialiste, et donc elle vous racontera peut-être qu'elle va faire des enquêtes, des véritables enquêtes pour trouver la provenance de tel ou tel objet. Donc c'est la réception des objets, la sélection, et puis ensuite, tout ce qu'on appelle le cataloguing. Il y a bien sûr toute la phase photo, etc.
Oui, il y a une vraie mise en valeur dont on va parler justement. Mettez votre casquette de Carmen Sandiego dans un petit instant. Moi, je préfère dire Sherlock Holmes, en fait. Parce que, parfait. Voilà. Sherlock Holmes, ça me va très bien. Voilà. Donc, moi, je vais recevoir un objet, par exemple, et déjà, je dois déterminer s'il y a une valeur de vente et qu'est-ce que c'est le potentiel de vente. Donc, je vais regarder, bien sûr, les bases de données. Je vais réfléchir un petit peu sur le potentiel de cet objet aux enchères. Je vais regarder la matière de l'objet, l'historique de l'objet et aussi la provenance de l'objet. Maintenant, je dois aussi peut-être faire un travail de recherche sur des exemples similaires qui se sont vendus aux enchères et aussi prendre en considération l'authenticité de l'objet. Justement, vous avez un objet avec vous qu'on va montrer dans quelques instants parce qu'on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission sur Radio Lac, sur Urban TV. Ne bougez pas. Parlons économie sur Radio Lac. Le focus. Que se passe-t-il dans les coulisses d'une vente aux enchères? Nous continuons d'en parler avec Christina Robinson et Bernard Piguet, commissaire-priseur chez Piguet Hôtel des Ventes. On disait hors antenne, parce qu'on ne s'en doute pas forcément avec des objets qui viennent de partout dans le monde, mais chez vous, vous faites tout en Suisse. Alors, le fonctionnement de notre entreprise, oui, ce qui implique, par exemple, la production de catalogues. Nous imprimons 4000 catalogues, les photographes, la photolitho, l'impression des catalogues. C'est non seulement en Suisse, mais c'est Genève, photolitho à Carouge. Donc, on n'exporte pas des fichiers en Inde où on ne va pas faire imprimer nos catalogues ailleurs. Bravo, sincèrement, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire et vous le faites. Donc, sincèrement, bravo. Et je pense bien que ça vous fait plaisir également, Vincent Subilia. Bien sûr, ça me fait plaisir puisqu'on a pour vocation de défendre et promouvoir l'écosystème genevois. Et puis au-delà de ça, il y a un élément évident de proximité, donc de durabilité. Donc bravo à cette belle maison qui est Piguet. Vous êtes venu, Christina Robinson, avec la boîte ovale en or scène de chasse Jean-Georges, Paris, créée entre 1750 et 1780. Je le dis parce qu'elle est en vente dans la prochaine vente aux enchères et elle est avec vous. C'est magnifique, ça. Vous avez raison. Et elle est là. Donc, je vais le lever un petit peu à côté de mon microphone. Voilà, ça c'est pour qu'on la voit puisse bien à la voir. télé, effectivement. Et puis, on va la décrire pour la radio. C'est une boîte qu'on appelle une tabatière parce que c'était utilisé pour le tabac à priser. Donc, on le mettait ici, dans la main, pour faire une inhalation nasale, mais on le stockait ici. Donc, c'était vraiment un accessoire de mode vraiment ultime du 18e siècle, on peut dire. Donc, ça fait partie de mes domaines, les objets de vitrine, les objets précieux. Donc, ici, nous avons une boîte qui a un petit peu plus que 250 ans. C'était fait à Paris par un orfèvre très important qui s'appelle Jean-Georges. Donc, c'est d'époque Louis XVI. Et nous avons ici en or, donc on a or rose, or jaune, des scènes de chasse en relief. Incroyable. Et on a de la ciselure ici verticale de style néoclassique. Donc ça, c'est tout à fait un objet qui plaît aux collectionneurs. Et on espère que ça aura du succès dans notre vente de juin, très bientôt. Je précise qu'il est estimé entre 6 et 8 000 francs, mais ce n'est qu'une estimation. C'est une estimation. Est-ce que vous-même, parfois, vous êtes surprise par les prix quand ils montent? Oui. Donc aujourd'hui, comme on a parlé aussi des ventes aux enchères online, cet objet sera présenté dans notre vente qui aura lieu dans la salle. Donc, c'est une vente qui est à la criée. Donc, j'attends qu'il y aura des clients dans la salle, au téléphone et sur les plateformes de vente aux enchères aussi présents. On en a 5 qui participent aussi à nos ventes. Donc, j'attends que ça monte quand même. J'ai fait une estimation conservatrice et j'espère que ça va bien dépasser l'estimation haute, mais c'est pas à moi de décider, ça. Comment on sait que c'est une réelle boîte Jean-Georges qui date de cette période? Justement, c'est votre côté Sherlock Holmes dont j'aimerais qu'on parle un petit peu. J'aimerais bien dire que ça vient à l'expérience. Donc, on prend l'œil, on voit tout de suite si c'est un objet précieux, on voit de la qualité de l'orfèvrerie. À l'intérieur, il y a aussi les poinçons. Donc, ça va être un petit peu difficile à voir. Mais ici, on voit qu'il y a des poinçons. Cette boîte aussi a une touche d'importance en plus, c'est qu'il y a une provenance de Rothschild
aussi. Donc, c'est facile à voir avec la qualité qu'il s'agit vraiment d'une boîte 18e siècle par un orfèvre parisienne. Alors, est-ce que ce que je vais dire est correct ou peut-être pas du tout, mais j'ai l'impression que des choses comme ça, on n'en fait plus du tout aujourd'hui. On vendra quoi dans des ventes aux enchères dans 200 ans, des systèmes Wi-Fi, des choses comme ça? Ça serait bien à savoir, non? Donc, moi, par exemple, j'ai cette expertise objets de vitrine. Je fais aussi la vente d'objets d'art russe. Mais j'ai aussi créé un département maroquinerie de luxe. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être aussi de ce jour. Vous savez, les sacs de grandes marques sont très chers à l'achat en boutique. Donc la valeur en seconde main est aussi très élevée. Donc on n'a pas forcément envie de payer le prix plein de boutiques. Ou peut-être il y a une attente pour un certain modèle ou autre. Donc, nous avons créé chez Piguet un département de maroquinerie de luxe aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très différent par rapport aux objets du 18e siècle. C'est une notion aussi d'investissement. Parfois, d'ailleurs, les ventes aux enchères, on parlait de tableaux tout à l'heure. Voilà, on le sait, on n'achète pas un tableau uniquement parce qu'il est joli, mais aussi parce qu'il va potentiellement prendre de la valeur comme un bon vin et comme beaucoup d'autres choses. Oui, tout à fait. Il y a l'aspect investissement. Moi, je recommande toujours, lorsque quelqu'un se pose la question, c'est d'abord, il faut aimer l'objet et il faut pouvoir l'avoir chez soi. Comme ça, si tout d'un coup, la valeur descend, on a toujours le plaisir de l'avoir. Et si la valeur monte, c'est encore mieux. Il y a toutes sortes de choses. Nous avons aussi, par exemple, des objets de décoration et de mobilier qui gardent une certaine valeur et assez basse en ce moment. Donc, vous pouvez vous meubler et ensuite, éventuellement, même revendre ce mobilier, alors ce qui ne serait pas le cas pour certaines marques, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, on se réjouit de pouvoir découvrir tout cela. C'est ouvert à tout le monde. Il faut aller découvrir, parce qu'on peut aussi aller en tant que spectateur et pourquoi pas avoir un coup de cœur, ça faut le savoir. Alors, l'exposition est ouverte à tout le monde et j'encourage tout le monde à venir voir nos expositions. La prochaine, il y a de nouveaux lots phares qui sont présentés au Beau Rivage le week-end prochain. Pas celui-là, mais le suivant. Vincent Subillet, je vais vous laisser le mot de la fin. Non, simplement pour partager une expérience personnelle, mais pour m'être livré à l'aventure et donc être venu sur site, découvrir ce qu'est cette belle maison de vente. On y observe une vraie calaverne d'Ali Baba avec des objets de grande qualité. Donc c'est aussi un lieu de délectation parce qu'on peut déambuler parmi ces objets qui sont ensuite mis en vente. Donc je trouve que c'est une vitrine unique pour faire savoir le savoir-faire. Sésame, ouvre-toi à rue Prévost-Martin 51, puisque c'est là que se trouve Piguet, hôtel des ventes avec Bernard Piguet et Sherlock Holmes, qu'on appelle Christina Robinson. Vous êtes commissaire-priseur. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission en vidéo quand vous le souhaitez. Ça se passe sur onetv.ch, les podcasts audio radiolac.ch. Merci à Nicolas Granger pour la préparation. Merci à Noah Sherman pour la réalisation, d'avoir bien mis en valeur tout cela, y compris ce très bel objet qu'on nous a présenté. À la semaine prochaine. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.